Bonjour à tous, je suis Nicolas Garcia, interne en radiologie à Paris et c'est moi qui vais animer ce soir la conférence d'imagerie et de radiologie. Donc comme je vous disais au début, le but c'est que ça soit le plus intéressant pour vous en termes de connaissances. Donc si vous avez des sujets que vous voulez voir en priorité ou des sujets qui vous semblent déjà connaître, bah voilà, on peut un peu adapter le rythme pour personnaliser un petit peu la conférence. Donc, comme je disais aux personnes en présentiel, j'ai essentiellement dans cette conf de la neuro, du digestif, enfin de l'abdo et du thorax. Donc voilà, je pense qu'on n'aura pas le temps de tout voir parce que la conf est très dense, mais si jamais il y a des thèmes sur lesquels vous voulez qu'on appuie un peu plus, c'est possible. Ok, donc on va commencer en revoyant des bases un peu générales. Donc, comme vous savez, en imagerie, il y a globalement quatre modalités, échographie, scanner, IRM et radiographie standard. 5 si on rajoute des imageries nucléaires. Pour chacune d'entre elles, à chaque fois, on va devoir définir quelle modalité c'est, quel plan de coupe c'est. Donc, vous savez, il y en a trois principaux, coronal, axial, sagittal. Ça, c'est pour les imageries en coupe, donc en 3D, donc scanner, IRM, plus ou moins PET scanner et imagerie métabolique, mais typiquement pas la radiographie standard. Ensuite, les questions qu'on va vous poser une fois que vous aurez défini le plan d'acquisition ou la coupe, ça sera essentiellement quelle séquencer si c'est une IRM et est-ce que l'examen est injecté ou pas. Ça paraît un peu bête, mais c'est des points qu'il faut bien maîtriser parce que, en vrai, c'est quasiment systématique et il y a une fois qu'on le sait, c'est très simple. Donc, on va commencer par le scanner. Donc, vous savez qu'en scanner, on raisonne en densité qui se mesure en UH pour unité Hounsfield. Et globalement, il faut avoir quelques idées, même si vous n'avez pas les chiffres exacts en tête, de certaines densités de matériaux, on va dire, qu'on va trouver dans le corps humain. Donc, là, je vous fais une petite interrogation. Est-ce que certains d'entre vous peuvent me donner, par exemple, la densité de l'air? On a vu, on savait pas que, enfin, du coup, on n'ouvrira pas. Ah oui. Ah oui, vous pouvez faire défiler le diapo? Mais en fait, le truc, c'est que nous, on a. Ah oui, vous avez le diapo original. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord, ok. Ah oui, oui. Alors, il faut créer un peu de suspense. Sur les organisations. Comme vous voulez. Est-ce que les gens m'entendent d'ailleurs en ligne? Pardon, j'ai même pas posé la question. Je me suis lancé. Je comprends jamais trop si je dois être là ou dans le chat. Bon, oui, vous m'entendez. Ok. Donc, globalement, il y a des densités que vous devez connaître. Du coup, l'air, s'il vous plaît. Oui, c'était moins 1000, mais Ok, ça moins va. 1000. L'os, au compte, c'est l'opposé de l'air, 1000, du coup. 1000. Et l'eau, 0. ouais, l'eau, c'est vraiment le référentiel à partir duquel on va prendre des autres mesures. Donc l'eau, c'est toujours zéro. Ensuite, il y a les deux opposés, air et os. Os au sens cortical, parce que vous savez que l'os spongieux, il a une densité un peu plus faible. Ça va être respectivement moins 1000 pour l'air, plus 1000 pour l'os. Et ensuite, on a un peu en symétrie de l'eau également, la graisse et le sang. La graisse, ça va être moins 100, c'est ce qui apparaît noir au scanner. Donc la graisse, c'est assez facile à voir au scanner. Il y en a un peu partout dans les organes, autour des organes abdominaux au sein du péritoine. Il y en a également en sous-cutané partout autour du patient, enfin entre la peau et généralement la paroi musculaire. Ça va être moins 100. Et l'os, ça va être, pardon, et le sang, ça va être généralement plus 100. En vérité, c'est plutôt plus 60, plus 80, mais on va retenir plus 100 parce que ça permet d'avoir un petit mémo technique qui est 100. Voilà, 100 le chiffre qui sonne du coup comme 100. H2O, c'est facile à retenir parce que ça termine par un O qui peut être comme le 0 UH. Et ensuite, R et os, c'est opposé moins 1000 plus 1000. Ok. La deuxième chose que l'on va devoir définir sur un scanner, c'est est-ce qu'il est injecté ou pas, et s'il est injecté, à quel temps d'injection on se trouve. Euh, Typiquement, par exemple, si je vous montre ces coupes-là, est-ce que vous pouvez me dire quelle est
ce temps d'injection ici, Tardif. Sans injection. sans injection. En vrai, c'est un peu difficile parce qu'effectivement, on a un foie qui est un peu plus rehaussé que tous les autres organes abdominaux. Or, on nous dit tout le temps, lorsqu'un scanner n'est pas injecté, par définition, toutes les structures tissulaires ont la même densité. C'est pas tout à fait vrai parce que le foie, il est un petit peu plus riche en sang et les autres, ils sont un petit peu plus riches en eau et donc par conséquent, il est toujours un petit peu plus dense que les autres organes. Mais effectivement, vous, ce que vous devez vraiment regarder pour chercher une injection, c'est les vaisseaux. Donc là, même si c'est des coupes qui ne sont pas idéales, vous devez tout d'abord chercher l'aorte. Donc l'aorte, elle est ici, en avant des corps vertébraux. Autour de l'aorte, ce qu'on voit un peu comme des bras autour de l'aorte, c'est les piliers diaphragmatiques. C'est là où viennent s'insérer le diaphragme et c'est ce qui soutient l'aorte contre les corps vertébraux. Ok, on a trouvé notre aorte. Probablement à côté de notre aorte, à gauche de notre aorte, donc à droite pour le patient, on a probablement la veine cave inférieure. Les deux ne présentent pas de rehaussement particulier. Donc, on peut se dire, bon, ben, on n'a pas encore injecté ce scanner, c'est donc un stade sans injection. Ensuite, on va passer au temps artériel. Le temps artériel est caractérisé par un rehaussement des structures vasculaires artérielles, donc typiquement l'aorte, qui est rehaussée dans ces cas-là, lorsqu'elle est remplie de produits de contraste, à autour de 1000 unités Hounsfield, donc globalement comme l'os. En fait, quand vous avez un temps artériel, vous avez l'aorte qui est rehaussée avec quasiment la même densité que l'os. En plus de ça, juste en avant de l'aorte, là, on voit un vaisseau qui part. C'est un vaisseau qui a l'air assez horizontal, qui est en arrière du pancréas, de la veine cave, pardon, pas de la veine cave, du tronc porte, etc. C'est probablement le tronc cœliaque. C'est un peu dur à voir comme ça. Ici, là, juste sous ma flèche, mais j'ai des bien meilleures coupes après. Ok. Donc, autre signe, seuls les vaisseaux artériels sont rehaussés, notamment l'aorte qui est rehaussée autant que l'os. Et le deuxième point, ça va être la corticale rénale. Le rein, il se rehausse à deux temps d'injection. D'abord le cortex au temps artériel et ensuite la médulaire qui se rehausse au temps un peu plus tardif, donc au temps portal. Donc, au temps artériel, on a un rein dont on a uniquement la corticale qui est rehaussée. Je vous montrerai après, mais le troisième signe d'un temps artériel, ça va être une rate qui est dite tigrée, c'est-à-dire qui se rehausse de manière hétérogène. Il y a certaines portions qui sont rehaussées et d'autres non. Ensuite, on a un temps portal. Euh, la définition du temps portal, c'est lorsqu'il y a autant de produits de contraste dans l'aorte et dans les structures artérielles que dans la veine cave inférieure, par exemple, et dans les structures veineuses. Autre caractéristique, et c'est pour ça qu'on appelle ça temps portal, il y a également du produit de contraste dans le tronc porte et ses branches en intrahépatique. Du coup, qu'est-ce qu'on retrouve des vaisseaux artériels et veineux qui sont à peu près identiquement rehaussés. La visualisation des vaisseaux à l'intérieur du foie, c'est normal, c'est des vaisseaux portes, donc temps portal, et un rein qui est rehaussé de manière homogène, autant la corticale que la médulaire. Et si on voyait la rate, comme je vous montrerai tout à l'heure, elle serait rehaussée de manière homogène. Ensuite, on a le dernier temps qui est lui un temps qui est réalisé de manière euh, assez rare finalement. Sa seule indication pour vous, ça va être les uroscanners. Et c'est le temps où on va attendre que le produit de contraste soit entièrement éliminé par le rein. Donc il n'y en a plus dans aucun tissu à part le rein. Et même dans le rein, normalement, il a été entièrement excrété dans les cavités excrétrices urinaires. Donc ça va nous permettre de regarder les calices, le pied long et l'urètre, la vessie, enfin les urètres, pardon, les uretères, la vessie et éventuellement l'urètre, si on en phase mictionnelle. Ok. Là, c'était la correction des différentes densités. Quelque chose qui est hyper important, je trouve, en radio, c'est de raisonner de manière analogique. Il y a des moments, on va vous dire, est-ce qu'il y a de l'air, est-ce qu'il y a de la graisse? Eh ben, il faut que vous cherchiez des structures que vous connaissez et vous comparez les densités. Vous savez qu'à l'extérieur du patient, il y a toujours de l'air. Donc, si à un moment on vous demande de chercher de l'air, comme par exemple ici dans l'estomac, dans la poche air gastrique finalement, vous devez retrouver exactement la même densité. Si on vous demande est-ce qu'une structure est graisseuse, vous allez la comparer à des endroits où vous savez qu'il y a de la graisse. Typiquement, bon là c'est parce que
la personne mange bien. Des fois, il n'y en a pas autant. Mais typiquement, la graisse sous-cutanée, la graisse péritonéale, c'est-à-dire entre les organes digestifs, vous savez que vous allez aller chercher de la graisse. Si on vous demande une densité, est-ce qu'il y a du liquide quelque part, ben, vous allez chercher une densité liquidienne. Donc, typiquement, par exemple, ici, dans la vésicule biliaire, il y a du liquide. Dans l'estomac, il y a du liquide. Donc, il faut que vous raisonniez un petit peu comme ça lorsque vous ne comprenez pas trop où on veut vous amener. Parce que nous, on raisonne tout le temps comme ça en tant que radiologue. Euh, ok. Donc, question, quel est l'intérêt d'un scanner, par exemple? Hmm. Autre technique qui va aussi pas mal vous aider pour le CN, c'est moins vrai dans la vraie vie, enfin pour le DN, pardon, c'est de raisonner en termes d'indication. Lorsqu'on vous demande est-ce que ce scanner est injecté à ce temps-là ou est-ce qu'il est injecté ou pas, vous devez déjà vous demander qu'est-ce qu'on cherche, c'est quoi le cas clinique de mon patient et du coup, qu'est-ce qu'on cherche parce que nous, chaque fois qu'on va injecter un patient, on doit le justifier de manière précise. On doit dire cette indication nécessite une injection et donc, rien qu'avec l'indication, vous pouvez savoir s'il est injecté ou pas. Et par conséquent, vous devez raisonner sur qu'est-ce qui est visible sans injection et qu'est-ce qui est visible uniquement après injection. Donc, si quelles sont les structures qui sont spontanément bien résolues sans injection et qui par conséquent ne nécessitent pas d'injection au quotidien. Les organes comme le foie, les organes pleins. Les organes pleins, ok, on les voit, c'est vrai sans injection, mais on a du mal à les analyser. Hum, réfléchissez, ouais, les os, exactement. Donc, tous les scanners ostéo-articulaires, normalement, recherche de fractures, etc., arthrose, etc., on n'injecte pas. Ok, très bien les os. Quelque chose qui est un peu similaire aux os et qu'on voit aussi très bien sans injection. Tout, en fait, tout ce qui va avoir un peu la densité de l'os, donc tout ce qui va être calcifié. Lorsqu'on recherche des calcifications, que ce soit intracrânien ou intrapulmonaire ou des choses comme ça, on n'a pas besoin d'injecter, on les voit très bien spontanément. De même, lorsqu'on cherche des lithiases, des lithiases qui sont calcifiées, donc potentiellement les lithiases rénales et les lithiases biliaires, on les voit très bien sans injection. C'est pour ça que devant une colique néphrétique aiguë, en phase aiguë, on réalise un scanner abdominopelvien sans injection. On la voit très bien spontanément, on voit le